Sì, tante scuse perché devo parlare in francese. Credo che Anna ha già detto tutto. Bon, ma continuiamo. Donc, je parlerai en français. Je vous prie de m'excuser. Euh, Michel Laclotte, historien d'art et conservateur de musée, ou plutôt créateur de musée. Ce sont les deux visages de notre ami, si je peux dire de cette façon. Notre propos sera tout simple, dire que pour lui, histoire de l'art et musée, c'était une seule et même chose, une même idée, un même idéal, requérant les mêmes qualités, le souci des artistes anciens, des artistes vivants, et celle du souci d'un large public à qui transmettre leur création. Il y a entre l'histoire de l'art et les musées, bien sûr, une sorte d'interaction, l'un nourrissant l'autre. L'étude et l'amour des collections des musées, cela veut dire la juste identification des œuvres, la place qu'elles prennent dans un ensemble. Le musée reconstitue les polyptyques pour en faire une œuvre complète qui gagne un style et prend sa place dans l'histoire des formes. De la même façon, l'homme de musée veut reconstituer les œuvres fragmentées. L'exemple de la Thébaïde de Frangelico, découpée en petits morceaux et matériellement recomposée au château de Chantilly, ce qui fut une des dernières grandes redécouvertes de Michel Laclotte. Par ailleurs, le musée fait appel, lui, à des contemporains, à des artistes contemporains, des architectes, des designers, appelons-les comme ça, pour les constructions, les bâtiments, les aménagements, les scénographies d'exposition. Il y a cette fois affaire à l'art vivant, celui des artistes qui sont bien ici. Les musées, cela veut dire aussi l'intérêt pour le marché de l'art, pour les acquisitions, les découvertes, fondamentales bien sûr pour un conservateur de musée. C'est une histoire de l'art qui est en train de se faire, de se recomposer, pas à pas. Exemple de cette crucifixion de Giotto et de son atelier, tableau merveilleux encore discuté, crucifixion acquise par le Louvre en 1999, qui oblige à reposer la question du rôle de Giotto à Naples autour de 1330, tableau que Michel Laclotte a toujours cru ou a toujours su être de Giotto lui-même, alors que d'autres bons connaisseurs pensent qu'il a imaginé, enfin il a mis en place le tableau, mais qu'il a été exécuté par d'autres. C'est un exemple parmi d'autres, mais cette fois d'un grand chef-d'œuvre qui engage beaucoup pour l'histoire de l'art. Il y a aussi dans les musées, bien sûr, la part de la restauration. C'était très important pour lui. L'œuvre vue de près, les techniques et les méthodes des restaurateurs. C'est un des grands privilèges des conservateurs. Il y a bien sûr les expositions temporaires, qui sont une des activités non pas premières, mais fondamentales du musée. Il a eu l'initiative, c'est important parce que je l'ai un petit peu vécu avec lui, de ce qu'on a appelé les expositions dossiers. Je me souviens encore du moment où il me disait comment allons-nous appeler ces petites expositions centrées sur une œuvre faite avec très peu de moyens financiers, ou même pas du tout, comment les appeler. Et cette expression dossier, qui ensuite a donné beaucoup de fruits, de résultats, a finalement été adoptée. Et ces expositions étaient non seulement faisaient avec peu de moyens, je répète, un bilan sur l'œuvre, mais montraient l'œuvre d'art comme porteuse d'avenir, avec les
les copies, les dérivations, tout ce qui peut arriver à une œuvre d'art. La première étant celle consacrée au bain turc d'Ingres, 1971, ce n'est pas hier. Et ce thème qui obligeait à traiter ancien et moderne a été chez lui, je dirais, une sorte de leitmotiv, enfin de souci implicite, mais constant, avec toujours un souhait chez lui, ne pas théoriser, donner à voir, montrer les œuvres, et puis chacun, selon sa culture, selon ce qu'il cherche, pourra trouver à dire et à penser. Les grandes expositions, autre domaine du conservateur, les grandes expositions dont ils sont occupés sont aussi celles d'un conservateur de musée. L'exemple de la grande exposition Georges de la Tour en 1972 à l'Orangerie, majoritairement bien sûr faite par Jacques Tuillier et Pierre Rosenberg, cette exposition, c'était pour lui, elle a été voulue en grande partie pour obliger, si je peux dire moralement, Pierre Landry, le propriétaire du Tricheur, à le vendre au Louvre. Donc cette acquisition s'est faite au moment même de l'exposition de l'inauguration à l'Orangerie. Et c'était pour Michel Laclotte la chose importante, que le Tricheur entre au musée. De la même façon, je me souviens, j'y avais un petit peu travaillé avec lui, l'exposition de peinture romantique allemande en 1976. C'était assez nouveau pour les Français. Et elle a été en partie réalisée pour fêter l'acquisition par le Louvre l'année précédente du premier tableau de Friedrich, l'Arbre au corbeau, acheté par le Louvre. Donc, les grandes expositions, c'est aussi en relation avec le travail du conservateur. L'histoire de l'art, pour lui, oui, vue par le musée, doit se poser, c'est très important. Aujourd'hui, il y a eu des progrès, mais il y a 50 ans, c'était différent. L'histoire de l'art doit s'opposer à tout nationalisme. Bon, ça paraît tellement évident. Mais c'est difficile pour nous, Français. Cela veut dire, par exemple, pour le 19e siècle, pour l'Ottocento, il est pour nous presque implicite. En fait, nous l'avons appris qu'entre David et Cézanne, les choses se sont passées en France, pardon. Ce qui est à la fois vrai et faux. Enfin, on pourrait faire un colloque sur ce sujet. Mais pour Michel Laclotte, cela voulait dire, par exemple, faire acheter un tableau de Fuseli par le Louvre dès 1970. En 1970, Fuseli n'était pas considéré comme un grand peintre, c'était considéré plutôt comme un fabricant d'images pas très intéressant, qui n'était pas capable de bien peindre, comme on dit en France, n'est-ce pas? Cela voulait dire être très ouvert pour les acquisitions sur des pays comme l'Allemagne, je l'ai dit, sur le Danemark, il aimait beaucoup ça, et il avait raison, les Allemands de l'époque, les Danois de l'époque romantique. Il y a bien sûr surtout dans ce domaine l'entreprise du musée d'Orsay dans les années 1980. Rappelons, je n'ose pas dire qu'il n'y connaissait rien au XIXe siècle, mais il a travaillé pendant des mois avec des livres, en voyageant, pour devenir un historien d'art compétent dans le domaine européen, dans toutes les techniques, pas seulement la peinture, du XIXe siècle, ce qui était un effort extraordinaire. Il adorait ça, par ailleurs, il était tellement ouvert, c'était pas pénible. Mais il a démontré ce souci d'un art très largement international, et le musée d'Orsay aujourd'hui, tout de même, le montre, je crois, assez bien, avec une politique d'acquisition magnifique. Souvenons-nous qu'il y avait avant lui, notamment dans le domaine des arts décoratifs, enfin des meubles ou toutes ces choses-là, une suffisance totale, une suffisance de la part des Français, considérant que ce qui se faisait en dehors de France n'était pas très bien réalisé, pas très joli, et que la création ne pouvait être vue qu'à travers les productions françaises. Le musée d'Orsay montre aujourd'hui que c'est, et heureusement, que c'est bien différent. Quelques notes seulement. S'occuper d'une exposition, mais vous l'avez compris, c'était pour Michel Laclotte un vrai bonheur. Ça voulait dire réunir les œuvres, ça voulait dire les
les organiser dans une exposition. Et je lis dans ses notes, par exemple, vrai bonheur à accrocher les unes après les autres des toiles vraiment belles et rares. C'est évidemment cela qui m'amuse le plus dans ce métier, hein, y compris, c'est assez drôle, l'ubiquité d'escaliers en monte-charge, vous allez comprendre, qu'appelle un accrochage de plusieurs lieux à la fois. Ça, c'est une allusion au Grand Palais à Paris, qui est un espace un peu compliqué avec des couloirs, des sous-sols, des monte-charges. Donc, c'est ce qu'il appelle le don d'ubiquité. Monter une exposition au Grand Palais, ça voulait dire courir dans tous les sens pour accrocher les œuvres et les installer. Et il écrit un peu, non pas tristement, mais c'est émouvant. En 1994, au moment de son départ, il est vraisemblable que c'est la dernière fois que cela m'arrive, au moment où il installe l'exposition Le siècle de Titien, juste avant son départ. Le point le plus important, c'est peut-être celui que j'aborde maintenant. Il y avait chez Michel Laclotte une passion presque enfantine, pas nationaliste, mon Dieu, presque enfantine pour les musées français. Depuis ces années de jeunes conservateurs, excusez-moi, depuis ces années de jeunes conservateurs passés à l'inspection générale des musées de province, comme on disait alors, où il avait vraiment pendant des années sillonné la France, les musées français, pour les inspecter, pour les conseiller, pour les acquisitions et des choses comme cela. En fait, il y avait chez lui ce qui paraît à des gens comme moi tout à fait évident, mais qui est en train de se dissoudre peut-être un peu, un amour total à la fois pour le Louvre et pour les musées de région. Tout ça conçu comme une solidarité, quelque chose de totalement complémentaire. Le sentiment d'une famille que l'on doit protéger, développer, soigner, une sorte de devoir. D'où très tôt, il y a des choses presque dans son adolescence, son goût des fiches, des bilans, des répertoires, et d'où bien sûr les expositions qu'il réalisa. Je prie d'excuser. D'où les expositions qu'il réalisa, à commencer par Giotto a Bellini, le XVIe siècle européen, XVIIe siècle flamand, XVIIe siècle hollandais, la peinture espagnole aussi très tôt, dans les années 70. Donc tous ces bilans, si on peut employer ce terme, des richesses ou des pauvretés des musées français, c'est tout à fait fondamental pour sa façon de vivre son métier. D'où la collection de catalogues scientifiques des musées français. Cette collection commençait très tôt avec Roselyne Bacou et Jean Coural, qui s'appelait Inventaire des collections publiques françaises, donc catalogue vraiment scientifique de parties de fonds de musées, d'où finalement, enfin à la fin de sa carrière, cette entreprise du rétif, cet inventaire donc des tableaux italiens des musées français. Réalisation toute ambitieuse et généreuse, et vous l'avez compris, vous Italiens, si je peux me permettre, possible seulement dans un pays très centralisé comme la France, avec une organisation d'ensemble héritière de l'histoire. Organisation qui est en train, c'est peut-être une vision pessimiste, qui est en train de s'écrouler sans gloire en France. J'ai parlé de générosité. Il s'agissait pour lui de toucher un public large, certainement, mais aussi un public exigeant. Je dirais un public intellectuel. Enfin, c'est un peu, l'expression n'est pas bonne. J'ai un souvenir personnel du début des années 70, vous voyez, ça remonte très loin, au TNP, au Théâtre National Populaire de Palais de Chaillot, qui était, enfin, ça reste encore une grande chose dans l'histoire culturelle parisienne, française, enfin.
Et Michel Laclotte me montrant les gens, donc beaucoup de public très nombreux, ce sont ces gens-là qui doivent venir au Louvre. Je m'en souviens encore. Et il faut bien penser que dans les années 1960, en France, à Paris, les musées, les expositions, c'était des lieux élégants, de bon goût, mais pour un public assez choisi et habitué, très conventionnel finalement. Et il allait contre cela. Je me souviens à l'ouverture du Salon Carré au Louvre, réaménagé au début des années 1970 par les architectes qu'il avait choisis. C'était un trio d'architectes, Motte, Montpois, Pierre Paulin déjà, donc qui avait réaménagé le Salon Carré, et l'aménagement grâce au ciel est encore en place d'une façon très, j'ose pas dire brutale, mais qui avait paru brutale à certains. Et les gens du monde, si je peux employer cette expression, détestaient ça. Les gens entraient, c'est Laclotte qui me raconte, entraient dans le Salon Carré en criant « Quelle horreur !» Vous voyez, entre gens distingués, on ne pouvait supporter une telle prise de distance avec ce qu'étaient les musées jusqu'à présent, c'est-à-dire le velours rouge et le faux marbre. C'était ça le Louvre. C'est le Louvre que j'ai connu quand j'avais 18 ans. Il faut tout de même se rappeler ça. Son apport le plus personnel, je l'ai déjà un petit peu dit, c'est d'avoir compris et fait comprendre que l'art ancien et l'art moderne procédaient du même enthousiasme, c'est-à-dire de la création. Et il l'a prouvé lui-même. Il achetait, à 30 ans, il achetait pour lui des tableaux de Mattia Preti et de Hartung. Il achetait un Lebrun et il achetait un Poliakov. Ça ne veut pas dire qu'il était très riche, d'ailleurs, il s'endettait. Mais vous voyez, son attitude de collectionneur, c'est d'aller des deux côtés. J'ai noté, il faut faire de l'histoire de l'art sur le vif, c'est-à-dire sur le vivant, à propos de la création. Alors, le plus important encore maintenant, pour lui, j'ose pas dire tout venait de l'Italie, mais c'est un tout petit peu vrai. Beaucoup venait de l'admiration presque filiale qu'il portait à Roberto Longhi. Hein. Ce sera dit, et c'est tellement évident. Ouvrir l'œil, ne pas être paresseux. Et on doit donc en même temps savoir admirer Carlo Scarpa et savoir regarder les primitifs de Bologne, ces peintres qui paraissaient un peu extravagants, qu'adorait Longhi. Simplement deux exemples qui représentent le contraire, Scarpa, les primitifs de Bologne, le contraire du velours rouge des musées traditionnels, et puis d'autre part peut-être le goût de Berenson pour les peintres de Florence. Vous voyez, quelque chose de plus un peu coruscant, enfin un peu à contre-courant. C'était l'esprit de Roberto Longhi que Michel Laclotte avait perçu totalement. À propos de l'exigence pour les aménagements de musées, le recours à des grands architectes contemporains, audacieux, jugés audacieux, un mot, c'est assez personnel, sur l'influence, plus que l'influence, de Jean Coural. Jean Coural, ancien élève de l'école des Chartes, spécialiste d'art ancien et des châteaux royaux, qui a été, vous le savez, pendant longtemps, administrateur du mobilier national et qui a joué un grand rôle pour les aménagements de l'Élysée, etc. Et il était lié avec... ils étaient tous les deux, Michel Laclotte et Jean Coural, liés par une amitié ancienne et fraternelle, presque quotidienne, ce qui
Et beaucoup dans ce que Laclotte a réalisé, non pas est dû à l'influence de Jean Coural, mais à des conversations, un dialogue entre deux. Coural étant la personne qui n'est plus de ce monde, étant la personne la plus discrète, serviteur de l'État, souriant, et ancien et moderne, là aussi, il connaissait bien. Donc il y a quelque chose qui est, je crois, fondamental chez Michel Laclotte, là, et il ne m'aurait pas démenti. La qualité d'une œuvre, donc je l'ai déjà dit, aussi bien ancienne que contemporaine, était souvent liée alors à sa nouveauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Une œuvre d'art, elle doit être nouvelle. Alors, il employait quelquefois le mot que j'aime bien, le mot cocasse en français. Le mot cocasse, ce qui désigne pour une œuvre d'art un certain écart de la norme, une petite surprise, une sorte d'incongruité dans une œuvre d'art. C'est-à-dire quelque chose qui nous ramène peut-être au présent, à l'actualité. Donc il suffit quelquefois d'une figure, un visage d'enfant, une dame âgée qui passe dans le tableau, une situation inattendue. Et Michel Laclotte était très sensible à ça, surtout à ça. Et cela, il le trouvait chez les primitifs, comme on dit, bien sûr. Il suffit de regarder et de regarder de près et avec je dirais, avec le cœur, c'est un peu stupide, mais enfin de regarder de façon ingénue une œuvre d'art pour découvrir ça. Donc il le trouvait chez les primitifs, il le trouvait, je ne sais pas, chez les frères Le Nain, il le trouvait chez Ingres, par exemple. Ingres, c'est le Jupiter et Téthys d'Aix-en-Provence, vous voyez, c'est un tableau admirable, mais un petit peu drôle quand même, cocasse, vous voyez. Il le trouvait chez Bonnard, cette situation tout à fait merveilleuse, quotidienne. Disons un modernisme, une chaleur humaine, quelque chose qui interpelle et qui touche chacun de nous, pas seulement les historiens d'art. Alors, il détestait, je l'ai déjà dit, en fait, ce que j'appelle les consensus, consensus en italien, je ne sais pas si on comprend, les consensus souriants ou les idées générales, ce qu'il appelait les idées générales. Alors, évidemment, ça paraît un peu dangereux parce qu'il le répétait souvent. Je déteste les idées générales. Alors, ça pouvait être une façon d'interrompre une conversation, de ne pas vouloir se lancer dans un discours trop élaboré, trop intellectuel. Il aimait plutôt complexifier, densifier l'humour faisant partie du sentiment de la qualité, d'une certaine façon. C'est pas quelque chose en plus. Encore une fois, le mot humour, il est difficile à définir. Il est difficile à définir. Il parlait, alors, comme historien d'art, c'était des réactions assez drôles, assez presque violentes. J'imagine dans la suite de Longhi, des crétins, des artistes crétins. Benozzo Gozzoli, par exemple. C'est-à-dire pas intelligent. Enfin, moi, je trouve qu'il y a des très jolies choses de Gozzoli. Donc, je le faisais un peu marcher, mais il était furieux. C'était un vrai engagement. Donc, on en revient à ce mot de création, de qualité, de quelque chose de difficile à dire. Et Sano di Pietro est-il le maître de l'observance? Alors, c'est quelque chose, moi je ne prétends rien y connaître, je ne prétends pas y connaître quelque chose plutôt, mais je lui dis, mais c'est sûr, c'est prouvé maintenant, on a le tableau qui fait le lien entre le maître de l'observance et Sano di Pietro, donc la démonstration est faite, et il n'était pas content du tout. Pour lui, et il avait raison à sa façon, il y a deux peintres, un artiste génial, poétique, créateur, qui est le maître de l'observance, et puis quelqu'un qui devient un crétin, il faut bien dire, qui est Sano di Pietro tardif. Donc, il savait qu'il se trompait là peut-être, mais il y tenait, et c'est lui qui avait raison. Vous voyez que tout ça est bien loin d'un portrait.
terminons sur ça a été dit magnifiquement par Anna, et ce sera redit, son don assez rare de sympathie, trouvons ce mot. Il y avait chez lui quelque chose d'en même temps chaleureux et autoritaire, attention, amour des autres et le souci d'avancer, le souci de faire avancer dans tous les domaines, qui était unique. Et cela fonctionnait. Donc, cette exigence de qualité, d'originalité, c'est cela que Michel Laclotte nous a apporté, qu'il faut continuer de faire vivre, une exigence à la fois fine et intuitive. Permettez-moi de dire en terminant à quel point je suis reconnaissant à la Fondation Zeri et aux amis italiens de Michel Laclotte d'avoir pris l'initiative de cette journée où je vois une vraie manifestation d'affection pour lui. Merci beaucoup.